C'est un coup de filet qui a mobilisé 40 policiers cette semaine. La police a fait une belle prise dans le quartier Malakoff à Nantes. Les explications de Claire Villalon. 3 kilos de cannabis, 60 grammes de cocaïne et 184 000 € en liquide. Voilà le résultat de la perquisition de mardi matin dans le quartier de Malakoff à Nantes. Une vraie satisfaction après plus de 5 mois d'enquête. La saisie est importante, près de 200 000 €, ça représente quand même beaucoup de stupéfiants écoulés. Si on part du principe qu'une barrette de cannabis, ça se négocie 20 €. Ça montre l'ampleur du trafic. Et deuxièmement, ce qui est aussi important pour nous, c'est de rétablir un peu de tranquillité, un peu de sérénité dans ce quartier, dans cette place. Outre le trafic de drogue, c'est bien le quartier de Malakoff qui était ciblé par la police. Une demande faite par la municipalité pour tenter de sécuriser ce secteur. Pour cela, la mairie de Nantes a même mis à disposition des enquêteurs une caméra, un partenariat gagnant. C'est comme ça qu'on peut progresser c'est pas chacun en restant dans son domaine de compétences, c'est en essayant de lier ensemble ce que l'on peut mieux faire pour faire diminuer la souffrance des habitants. Moi, ce qui m'intéressait, c'était qu'on prenne en compte cette souffrance. C'est-à-dire, c'est une très belle affaire par rapport aux trafiquants pour la police nationale, mais c'est une très belle affaire parce que par rapport aux habitants qui souffraient de ce trafic, qui étaient un peu pour certains terrorisés, etc., ça marque un coup d'arrêt. Au total, 8 personnes ont été interpellées et même si l'enquête n'est pas encore terminée, la police ainsi que la municipalité espèrent bien que les habitants puissent vivre de nouveau en toute sécurité dans leur quartier. Le jeune homme de 18 ans interpellé en mai, mis en examen pour tentative d'homicide contre un policier et incarcéré depuis, a été libéré aujourd'hui. Il est soupçonné d'avoir participé à l'agression du policier lors de la manifestation du 3 mai contre la loi travail. L'homme avait été passé à tabac par plusieurs personnes. La chambre d'instruction de la cour d'appel de Rennes a donc décidé aujourd'hui de libérer le lycéen et de le placer sous contrôle judiciaire. Les bateaux militaires construits à Saint-Nazaire ont enfin quitté le port. Le second et dernier BPC a été livré ce vendredi à l'Égypte. Initialement, les 2 bâtiments de projection et de commandement étaient destinés à la Russie. Un contrat d'1,2 milliard conclu en 2011. Mais pour des raisons diplomatiques, après les événements en Ukraine, la France a refusé de livrer ces bateaux à Moscou. Ils ont donc été revendus au Caire, après être restés de longs mois à quai. Pour marquer le lancement de la Digital Week, la Tour Bretagne à Nantes s'est illuminée hier soir. Adrien Godet. À 40 ans, la Tour Bretagne s'offre un sacré relooking. Le plus haut bâtiment de la métropole séparé de bandes lumineuses dès 21 h ce jeudi soir. Un spectacle son et lumière suivi par de nombreux Nantais sur le cours des 50 otages. La Tour Bretagne est plus belle ce soir que d'habitude. Ses couleurs sont plutôt ternes dans la journée. Ça donne un peu de vie et puis la couleur, un peu de lumière là-dessus, c'est pas mal. Mais je trouve pas ça non plus spectaculaire. Mais j'aime bien l'ambiance. Cette création est l'œuvre d'un collectif russe nommé Tundra. 28 projecteurs ont été nécessaires pour animer 2 façades de l'édifice. On est éminemment sur le champ de l'art numérique dans l'espace public, voulant provoquer aussi les habitants, le public, aller les chercher sur un terrain où ils ne s'attendent pas forcément à ces propositions et donner à l'art numérique une dimension hors les murs, hors les lieux type galerie, centre culturel, au service de l'architecture, au service de la ville, au service de l'espace public. L'animation ouvre en beauté la 3e édition de la Nantes Digital Week. Et cette année plus que jamais, les organisateurs veulent présenter la diversité des cultures numériques. C'est surtout aussi pour montrer que le numérique s'immisce vraiment partout. Et qu'aujourd'hui, faire de l'art numérique, on travaille dans l'interaction, on travaille dans la lumière. Il ne faut pas être technophile pour se dire, bah oui, effectivement, l'art numérique, je veux mieux le comprendre. Non, il faut juste regarder, se laisser, on va dire, guider par le message de l'artiste. Pour ceux qui auraient raté le spectacle, la Tour Bretagne s'illuminera encore vendredi et samedi soir, tel le phare de la métropole nantaise. C'est leur cheval de bataille depuis des années, la réunification de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Ignorés par la réforme territoriale, les militants ne lâchent rien et organisent le 24 septembre prochain une manifestation à Nantes. Une pétition est aussi lancée. En Loire-Atlantique, on est toujours favorable à la réunification de la Bretagne parce qu'on pense que la Bretagne, c'est une plus-value pour notre département, parce qu'on pense qu'il faut écouter les citoyens. 30 ans de sondage indiquent
entre 60 et 70% des habitants de la Loire-Atlantique sont favorables à la réunification de la Bretagne. Donc nous, cette manifestation est l'occasion, à quelques mois des élections présidentielles et législatives, de montrer que la réunification de la Bretagne reste un débat d'actualité et qu'on ne peut pas faire une croix dessus en disant « la réforme de 2014 est passée, maintenant taisez-vous, on passe à autre chose ». Les journées du patrimoine, c'est ce week-end partout en France. Voici quelques bonnes idées pour en profiter en Loire-Atlantique. 613 animations sont proposées pendant ce week-end. Impossible de ne pas trouver chaussures à votre pied, mais difficile aussi de faire une sélection. Alors on a choisi de vous proposer une découverte de l'Auditorium de Rezé, cette très belle salle consacrée à la voix. Des visites sont proposées samedi à 15h, 16h et 17h. Elles se terminent par un mini-concert de la mission baroque. À Saint-Nazaire, l'Office de tourisme vous propose des visites particulières pour découvrir la ville à l'époque. Par exemple, dimanche, visite avec un plan de 1905. Un autre circuit vous emmène sur les traces des années 50, renseignements auprès de l'Office de tourisme. Et puis bien sûr, cette année, le thème des Journées du patrimoine, c'est la citoyenneté, l'occasion ou jamais de visiter des lieux de pouvoir. La préfecture à Nantes, par exemple, ses salons, les appartements de fonction, la mairie, où des ateliers seront proposés aux enfants autour des mascarons, et puis l'hôtel du département et son architecture un peu datée et donc particulière. Tout est à découvrir sur le site officiel qui s'affiche là, en dessous. Le Nazérien Stéphane Houdet a décroché l'or olympique cette nuit à Rio. Avec son coéquipier, il a remporté la finale du double en tennis fauteuil. C'est sa deuxième médaille d'or olympique après celle de Pékin en 2008. Le Nazérien est également encore en lice pour un podium dans le tournoi individuel. Du 26 au 28 septembre, la Cité des Congrès de Nantes accueille la première édition de Climate Chance. En quoi consiste ce sommet? Écoutez Ronan Dantec. Le principe, il est extrêmement simple. C'est-à-dire que nous avons maintenant un accord sur le climat, l'accord de Paris, où les États se sont engagés sur un objectif. L'objectif, c'est la stabilisation avec une hausse des températures limitée à 2 degrés, voire ce qui sera encore bien meilleur, à 1,5 degré. Mais pour ça, il faut agir. Et l'action, ce n'est pas les États. L'action, c'est les collectivités territoriales, les entreprises, les associations. Donc le Climate Change, c'est le sommet de l'action. C'est une fois par an, l'ensemble des acteurs non étatiques, et l'ensemble des acteurs non étatiques dans la configuration que reconnaît l'ONU, c'est-à-dire les 9 groupes de l'ONU, les paysans, les entreprises, les collectivités, les associations, les femmes, les jeunes. Ces 9 groupes se réunissent et font le point de l'action. Quel va être le programme de ce sommet ? Alors le programme est extrêmement dense, puisqu'il s'agit à la fois de présenter les meilleures pratiques aujourd'hui, de comparer les pratiques, par exemple la sensibilisation sur les questions climatiques entre le Québec et la Nouvelle-Zélande. Ce sera la première fois, bien probablement, qu'on viendra parler des stratégies de sensibilisation entre ces deux pays sur 2 continents différents, mais en comparant aussi avec des villes françaises. Beaucoup de choses autour des dynamiques des collectivités territoriales, un événement par exemple autour du nouveau Global Covenant, le pacte global des villes qui a été lancé par l'Union européenne et au niveau mondial, notamment par le C40. Donc il y aura un certain nombre d'événements de ce type, des grandes plénières sur des questions clés aujourd'hui, l'accès à l'énergie en Afrique, les enjeux de développement, la grande conférence mondiale Habitat 3 qui va suivre le Climate Change et où on va justement expliquer que finalement entre le climat et les enjeux de développement, tout ça doit amener à la même conception de la ville durable. Concrètement, les propositions qui vont aboutir de toutes ces discussions vont arriver où? Elles vont être transmises à qui et comment? Le premier objectif du sommet, c'est d'abord que chacun rentre chez lui avec de nouvelles idées d'action. On a 70 ateliers, 300 intervenants du monde entier qui vont présenter autant d'actions. Et on les a sélectionnés puisqu'on avait lancé un appel à contribution et on a eu à peu près 600 propositions, donc on a gardé 300 propositions représentatives de l'action à l'échelle mondiale. Donc notre premier objectif, c'est ça. Je repars chez moi avec une capacité à faire mieux et plus. Ensuite, les coalitions thématiques vont faire leur feuille de route et ces feuilles de route vont être données aux 2 championnes du climat, c'est-à-dire 2 personnalités qui sont désignées par l'ONU aujourd'hui pour suivre l'agenda de l'action concrète des acteurs non étatiques. Et donc ça va nourrir un rapport que ces 2 championnes présenteront à Marrakech à la COP22 dans quelques semaines. Et puis il y aura aussi une déclaration de l'ensemble des acteurs non étatiques
A priori, on part sur l'idée que ça serait la déclaration la plus largement signée de l'histoire des négociations sur le climat par les acteurs non étatiques, c'est-à-dire montrer les points de consensus entre les ONG, les collectivités, les entreprises, et passer un certain nombre de messages. Ces messages, on les connaît. C'est la priorité au financement. Il faut que les territoires, les acteurs, y compris les plus modestes, aient accès au financement climat pour développer de l'action. Il faut faire le lien plus fortement entre la lutte contre le changement climatique et les enjeux de développement. C'est le même agenda. En 2015, il y a eu un accord sur le climat, mais il y a eu aussi un accord sur les objectifs de développement durable. Donc redire que climat et développement sont intimement liés. Donc un certain nombre de messages à l'échelle mondiale, qu'on portera aussi à la COP22 à Marrakech et qu'on diffusera auprès de l'ensemble des 170 pays aujourd'hui qui représentent la communauté internationale. Un mot sur Nantes qui accueille le premier sommet Climate Change. Pourquoi la ville de Nantes a-t-elle été choisie? Alors, il se trouve que Nantes est la ville porte-parole de l'ensemble des collectivités du monde dans les négociations climatiques depuis maintenant une dizaine d'années. Ça fait 10 ans que je porte cette parole des villes dans les négociations. Donc, assez naturellement, Nantes, effectivement, était une ville un peu fléchée pour accueillir ce sommet. Il se trouve qu'en plus, on a une certaine expérience de ce type de sommet. Il y a 3 ans, nous avions organisé un autre sommet mondial qui était EcoCity, qui était le sommet mondial de la ville durable. C'est un peu les mêmes acteurs, c'est un peu les mêmes bases d'organisation, donc on avait déjà une expérience. Alors, on s'est aussi évidemment appuyé sur l'expérience du sommet de Lyon l'année dernière que j'avais co-présidé, mais pour autant, ce sommet n'est pas totalement lié à Nantes, en ce sens que la 2e édition devrait avoir lieu au Maroc. D'ailleurs, on accueillera une importante délégation marocaine, dont la championne Hakima El Haïté la semaine prochaine à Nantes. Et la vocation du sommet, c'est maintenant de tourner dans le monde entier, de faire en sorte qu'il y ait des climate change partout et que chaque année, les acteurs non étatiques fassent le point de l'action, délivrent des messages sur ce qui marche et sur ce qui ne marche pas, et qu'on conforte cette communauté parce que c'est bien elle qui a capacité à sauver la planète. Quand même, Nantes, est-ce que vous considérez que c'est une ville un peu exemple sur le point du développement durable, de la transition énergétique? Je crois que Nantes, effectivement, en 2006, a été une des premières villes françaises à s'engager dans un plan climat et dans un plan climat ambitieux. Je rappelle que notre objectif aujourd'hui, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre en 2030 de 50%. Donc il y a un vrai engagement avec des réalisations concrètes fortes, le développement des réseaux de chaleur, les politiques de transport. Donc effectivement, il y a un savoir-faire nantais. Après, Nantes n'échappe pas non plus aux contradictions, nous le savons. Et d'ailleurs, une des plénières du sommet sera, est-ce qu'entre développement durable, lutte contre le changement climatique et compétitivité des territoires, est-ce qu'il n'y a pas des contradictions? Je crois que c'est une question très d'actualité à Nantes.